Bonjour à toutes, bonjour à tous. On m'a fait signe, ça y est, je commence. Il y aura encore quelques personnes qui vont s'installer, il doit rester des places par là. Je fais parfois passer des entretiens d'embauche et une question que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Je saisis une adresse dans la barre d'adresse de mon navigateur, j'appuie sur Entrée, que se passe-t-il? Et là, les personnes en face de moi, eh bien des fois, elles vont me demander est-ce que le clavier est sans fil ou est-ce qu'il est filaire? Quel est le type de connecteur? C'est une question que j'ai déjà eue plusieurs fois. On va peut-être me dire Symfony exécute mon contrôleur, développeur PHP face à moi. Ou alors on va me parler de requêtes, de HTTP, de HTTPS, peut-être de TCP/IP, de TLS, ce genre de choses. D'autres personnes vont me parler architecture, peut-être des microservices, des appels entre ces microservices, les dépendances de ces microservices. D'autres vont me parler hébergement, peut-être Kubernetes, peut-être Lambda, peut-être Cold Start des Lambda. Et puis d'autres personnes vont se mettre avant l'application, vont me parler de son API Gateway ou de son load balancer, voire même d'un CDN et peut-être de mise en cache au niveau du CDN. Et cette question, je l'aime beaucoup. Et c'est pas une question piège, non, c'est vraiment pas une question piège. C'est une question très ouverte avec une infinité de réponses possibles. Vous avez forcément quelque chose que vous pouvez dire. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai appuyé sur Entrée? Je relâche Entrée déjà, par exemple, c'est une réponse. Et j'aime beaucoup cette question parce qu'elle répond à deux objectifs. Premier objectif, c'est voir les questions qu'on me pose en retour. Est-ce qu'on me demande des précisions? Est-ce qu'on me demande le type d'information que j'attends? Est-ce qu'on me demande combien de temps est-ce qu'on a pour répondre à la question? 45 minutes aujourd'hui. Est-ce qu'on me demande si on peut faire des schémas? On verra que oui, on peut faire des schémas. Et ça me permet aussi, cette question, de voir le scope, le périmètre de la personne en face de moi. Est-ce qu'elle pense API? Est-ce qu'elle pense HTTP? DNS? Est-ce qu'elle est plutôt côté client ou côté serveur? Est-ce qu'elle a une vue d'ensemble ou est-ce qu'elle se focus sur un seul élément? Je m'appelle Pascal Martin, je suis principal engineer à AWS Hero. Je bosse beaucoup sur de l'infrastructure et du back, sur AWS et Kubernetes, sur des sujets de résilience, de performance, de coût, de scalabilité, plein de trucs super fun. Je travaille chez Bedrock. Nous développons une plateforme de VOD et de replay que nous vendons en marque blanche à nos clients, des broadcasters européens. Et en France, notre plateforme propulse notamment M6+. Et j'ai commencé à programmer, il y a pas mal d'années maintenant, sur calculatrice, sur TI-83 et sur TI-92. Puis rapidement, je suis passé au langage C, y compris sur ordinateur. Puis sur ordinateur, j'ai continué avec du C++, puis mes premiers pas en PHP, en HTML, et un petit peu de JavaScript. Et à l'époque, le JavaScript, c'était pas ce qu'on voit maintenant. J'ai fait des études d'informatique ensuite, j'étais à l'autre bout du campus. J'ai découvert Java, j'ai aussi découvert Perl, j'ai découvert Visual Studio, plein de trucs super sympas. Puis arrivé dans la vie professionnelle, à nouveau, du PHP, avec son écosystème cette fois, pas juste PHP. Et puis aussi pas mal de JavaScript au début de ma carrière, des trucs jolis, des trucs horribles, prototype.js, c'était cette époque-là. Et puis aussi un petit peu de CSS. Et puis toujours des regards sur d'autres choses, un petit peu de C++ par exemple ici. Après 10 ans, j'ai changé de métier. Je me suis réorienté sur des technos un peu plus cloud, AWS, Kubernetes, ce genre de choses. Et puis un premier rôle de management. Et ça se voit, il y a quelques bouquins orientés management là-dedans parce que c'est la seule formation qu'on a en général. Et puis de plus en plus, des visions, de la vision sur des points d'architecture. Architecture d'un projet, architecture d'une plateforme entière, et puis toujours des questionnements un petit peu plus larges sur le monde de l'entreprise, le monde du travail. Et qu'est-ce que je tire de tout ça? Et c'est un extrait de ce que j'ai à la maison. Eh bien, le voyage de débutant à expert, si je puis dire, ce voyage il est composé de nombreuses portions de chemin. Et ces livres différents sur 25 ans ou plus maintenant, ça m'a aussi aidé à réaliser pourquoi il y a tant de réponses différentes à ma première question. Chacun suit son voyage, chacun prend ses morceaux de chemin, et chacun en a parcouru une toute petite partie, des morceaux de chemin possibles. Aujourd'hui, on va parler de requêtes HTTP, on va parler de chargement d'applications web, et je sais déjà, et je m'en excuse, je vais exclure beaucoup de métiers, beaucoup de travailleurs, beaucoup de travailleuses du numérique. Je parlerai à peine de développement mobile, je ne parlerai pas de développement embarqué, de système de paiement, de BI, de tous ces trucs-là. Et en parlant de première application, j'ai un utilisateur, une application et une requête. Et bien voilà, nous avons ce qui se passe quand on a appuyé sur Entrée. Cette requête, elle traverse le nuage magique qu'on appelle Internet. Bon, ok.
Mais zoomons un petit peu en arrière et revenons sur cet utilisateur. L'utilisateur, devant lui, devant elle, on trouve le clavier, et puis un ordinateur avec un navigateur et un système d'exploitation. Et je bypasse tout plein de sujets, je ne parle pas de Bluetooth, de Wi-Fi, de connexion, de clavier connecté, pas connecté, d'interruption, enfin je ne parle pas de tout ça, quoi. Mais on continue. On a une requête qui part vers le fameux Internet. Mais avant que la requête ne parte vers Internet, eh ben, elle part vers ce truc, le système DNS. Oui, on a tapé un nom de domaine dans la barre DNS de notre navigateur. Et on a besoin de savoir à quelle adresse IP se connecter. Donc on fait une requête de résolution de ce nom de domaine. Et quand on parle de système DNS, en réalité, en général, on parle au serveur DNS de notre FAI ou de notre entreprise, qui ensuite fait appel à d'autres systèmes pour résoudre le nom de domaine vers une adresse IP. Cette résolution DNS en plusieurs étapes, elle prend du temps, donc on veut éviter de faire encore et encore et encore des résolutions DNS. Donc on a des systèmes de cache. J'ai fait un seul rond, il peut y en avoir à plusieurs niveaux des systèmes de cache. Qui dit système de cache, dit données qui ont peut-être expiré, mais qui sont toujours dans le cache. Comment ça se fait la résolution DNS ? Eh bien faisons comme si j'étais sur le DNS de mon FAI avec le mode commande dig plus trace. Et je vais lancer cette commande vers blog.pascal-martin.fr. Et première étape, on demande au résolveur local qui peut nous donner des informations sur point, sur la racine. Et le résolveur nous répond avec cette liste de serveurs racines. J'en choisis un au hasard, le serveur E, ici, et je vais lui demander « Coucou serveur E, peux-tu me dire qui saura m'aider pour FR ?» Le serveur E me répond avec 4 serveurs d'unique. J'en choisis un au hasard, le serveur D, et je lui envoie « Coucou, peux-tu me dire qui saura m'aider pour pascal-martin.fr maintenant ?» Le serveur d'unique me répond « Eh ben, ces 4 serveurs chez AWS sauront t'aider. » Donc j'en choisis un au hasard, le 994 cette fois-ci, et je lui demande « Coucou NS994, peux-tu m'aider à propos de blog.pascal-martin.fr ?» Et là, le serveur me répond avec une liste de 4 adresses IP, les 4 adresses IP par lesquelles je peux accéder à mon site. Ok, ça prend un peu de temps, et vous noterez que j'ai beaucoup simplifié. On n'a pas du tout réfléchi à comment on obtient les adresses IP des différents serveurs DNS auxquels on s'est adressé. Quand on parle de requête, on ne parle pas de juste requête. On a déjà fait DNS, on a vu l'autre flèche, cette flèche-là. Donc revenons encore une fois sur ce schéma, utilisateur, application, la requête entre les deux. Mais une requête sur le réseau, c'est pas si simple, non. Le réseau, c'est une pile de couches, avec tout en bas la couche liaison de données, et au-dessus la couche IP, le niveau 3 du modèle OSI, truc que j'ai vu il y a très longtemps à la fac. IP, IP, ça vous assure uniquement que les entêtes de paquets transmis ne comportent pas d'erreur. Il y a checksum. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans IP. IP ne vous donne pas de garantie en termes de corruption de données, ordre d'arrivée des paquets, perte de paquets, duplication de paquets. Ouais, non, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Et toutes ces problématiques sont laissées à des protocoles de niveau supérieur, ce qui est plutôt cool au niveau IP, comme ça c'est simple. On a des routeurs qui sont simples, qui sont rapides. Par contre, on a une couche qui vient se mettre au-dessus. Couche qui va se mettre au-dessus, c'est TCP. Et TCP fournit un protocole de transport fiable en mode connecté. Et TCP, c'est vachement cool. Ça gère la perte de segments avec un mécanisme de temporisation et de réenvoi. Ok. Au-dessus de TCP, on rajoute encore une couche. Et vous commencez à voir le haut de l'écran, donc vous voyez à peu près jusqu'où on va aller. TLS, la couche 5 du modèle OSI. TLS, ça satisfait 3 objectifs de sécurité. L'authentification du serveur, la confidentialité des données, des mécanismes de chiffrement globalement, et l'intégrité des données échangées. Et puis le quatrième dont on se fout en général. Et enfin, au-dessus de TCP vient HTTP, et au-dessus de TLS vient HTTPS, quand on fait du HTTP chiffré. C'est là où on commence à avoir nos protocoles applicatifs. Et quand on parle de requêtes HTTP, on peut visualiser des requêtes HTTP sous une forme textuelle. Ici, depuis un navigateur, j'envoie une requête GET, un chargement de données, vers slash, la racine de mon site, en seconde version du protocole HTTP, et j'envoie ça vers blog.pascal-martin.fr, donc j'ai une en-tête qui s'appelle host, avec comme valeur blog.pascal-martin.fr, et puis mon navigateur donne des petites infos sur lui, il dit « Coucou, je suis Firefox sur Mac », par exemple, et puis d'autres trucs assez incompréhensibles. Et mon navigateur dit aussi « Bah, moi je comprends bien le HTML ». Ouais, Firefox, ça comprend bien le HTML.
Et puis en plus, je suis un truc un peu moderne, j'accepte des images dans des formats récents comme AVIF et WebP. Mon utilisateur, il accepte l'anglais, même l'anglais américain spécifiquement. Je ne sais pas pourquoi, configuration par défaut certainement. Et puis moi, Firefox, j'accepte des données compressées. Tu peux compresser des données en gzip, en deflate, en brotli, et ainsi de suite. Si toi, serveur, tu sais gérer. Le serveur reçoit cette requête, il l'analyse, il travaille avec, et il se dit « Ok, j'arrive à y répondre, j'arrive à la traiter avec succès. » Donc 200, code succès. Tu m'avais dit, navigateur, que tu aimais bien le HTML, et ben je te réponds avec du HTML. Ok, c'est cool. Et puis tu m'avais aussi dit que tu supportais des données compressées, donc pour utiliser moins de bandes passantes sur le réseau, la réponse que je t'envoie, le HTML que je t'envoie, je l'ai compressé en gzip. Donc tu devras le décompresser pour le comprendre. Au-dessus de tout ça, enfin, viennent nos API, quand on développe des API, et donc nos conventions. Est-ce qu'on fait du REST? Est-ce qu'on fait du SOAP, du GraphQL, du gRPC, ce genre de choses? Et puis aussi nos API, notre responsabilité, y compris les problématiques de versionning. À vous d'y penser. Et si on essaye de regarder une requête HTTP un petit peu à bas niveau, on peut utiliser un outil comme Wireshark, qui vous fait une interface visuelle au-dessus de TCP-Dump. C'est un peu plus sympa à utiliser si on veut. Et Wireshark, ça écoute ce qui passe sur le réseau. Ici, ce qui passe sur le réseau pendant que je fais une requête HTTP. Donc on voit qu'on ouvre une connexion TCP, le serveur de l'autre côté répond SYN-ACK, le client répond « Ok, j'ai bien reçu ton accusé de réception », et le client envoie la requête HTTP. Et cette requête HTTP, elle est parfaitement lisible. Elle est ici. Exactement la même chose que je vous ai montré juste avant. Quelqu'un qui écoute sur le réseau peut voir cette requête. Le serveur en TCP répond « Ok, j'ai bien reçu la requête ». Il travaille pendant un moment. Il répond à HTTP avec la réponse. Là aussi, on voit la réponse. Ce n'est pas une 200, cette fois, c'est une 301 qui dit « Va voir ailleurs ». Va voir un HTTPS en l'occurrence. Et le client finit en disant « Ok, TCP, j'ai bien reçu la réponse ». Ça fait un paquet d'allers-retours sur le réseau. Ce qui veut dire que si le serveur est loin, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de millisecondes peut-être si vous traversez l'océan, eh bien, il va falloir pas mal de temps pour que les données arrivent. On comprend pourquoi il est intéressant d'avoir des serveurs proches de nous. Des serveurs en France, des serveurs en Europe. Et puis si on veut faire la même chose en HTTPS, avec TLS, eh ben, on obtient ce truc incompréhensible qui nous dit juste données applicatives chiffrées. Autrement dit, faites du HTTPS, ça évitera que n'importe qui regarde un petit peu ce qui passe sur le réseau. Internet, c'est une interconnexion de réseaux. Ces réseaux sont interconnectés par des routeurs. Et des fois, on veut voir un petit peu par quel réseau on transite pour aller d'un point A à un point B. Le point A, c'est chez moi, 162.168.1.69, et j'essaye de parler avec un serveur de l'IUT de Montpellier. Donc je pars de chez moi, je rentre sur le réseau de mon opérateur, Free ici, je monte jusqu'à Paris. Quand je dis chez moi, c'était à Lyon, parce que je suis lyonnais, donc de Lyon, je suis monté à Paris. À Paris, j'entre sur Renater, le réseau des universités en France. À travers Renater, je redescends jusque Lyon, donc probablement quelque part par ici. Et puis après, je vais jusque Marseille, je passe par 2 machines différentes à Marseille, et je rebondis enfin pour aller à Montpellier. Et au bout d'un moment, tant bien que mal, j'arrive sur le serveur qui m'intéressait. On ne prend pas toujours les chemins qu'on pensait être les plus courts. Notamment, Free sort assez souvent à Paris, visiblement, et Renater, on y entre assez souvent à Paris aussi. Enfin, bon, pas mal d'allers-retours sur le réseau. Si on parlait un peu d'application maintenant, parce qu'on a parlé de la flèche là au milieu, mais on a le petit rond application qui est là. Donc zoomons un petit peu dans cette application. Et vous êtes probablement développeur, développeuse pour une partie d'entre vous. Et je sais très bien que quand on doit développer une application, la première question qu'on se pose, c'est quel langage de programmation je vais choisir? Est-ce que je vais faire du PHP, pas du Java, du Go, du Rust, du TypeScript, ce genre de choses, ou autre chose? Et au-delà de choisir un langage de programmation, rappelons-nous que ces langages de programmation évoluent. Quand j'ai commencé à faire du PHP, on utilisait var pour déclarer des attributs. Il n'y avait pas Composer, l'outil de gestion de dépendance. Il y avait très peu de typage. Symfony, le framework le plus connu en France, n'existait pas. D'ailleurs, en termes d'environnement de développement, on n'avait pas non plus Docker, ça n'existait pas. On avait EasyPHP, on faisait suivant pour l'installer. Et c'était top, ça installait aussi MySQL. Donc voilà, il n'y a pas que des technos à apprendre, mais il y a aussi des évolutions à suivre. Quand on a choisi un langage, on doit choisir l'environnement d'exécution, peut-être le serveur d'application. Est-ce que je vais utiliser PHP natif de base? Est-ce que je vais utiliser Roadrunner, FrankenPHP? Et la même chose peut se poser pour d'autres langages, bien sûr.
Et puis après, on va choisir notre outil de gestion de dépendance. Comment est-ce qu'on utilise des bibliothèques externes? On ne télécharge pas un zip qu'on décompresse et qu'on commit ensuite. On faisait ça il y a 25 ans, on ne fait plus ça maintenant. Et puis, quel framework? Est-ce qu'on va travailler avec un framework? Lequel? Lequel est le plus adapté à nos besoins? En fait, cette question, lequel est le plus adapté à nos besoins, elle se pose sur tout ce qu'il y a là à l'écran. Un langage de programmation sera peut-être très bien adapté à un besoin et pas à un autre. Ou alors, vous avez une équipe composée de développeurs Java, vous n'allez pas faire de PHP, même si PHP et Java, maintenant, c'est la même chose. J'ai le droit, j'ai fait beaucoup de PHP, donc je peux taper sur PHP. Une fois qu'on a vu ça, on va penser un petit peu architecture de notre plateforme. Est-ce qu'on fait un gros monolithe? Je n'ai pas dit un bon vieux monolithe, j'ai dit un gros monolithe. Est-ce qu'on fait des microservices, plein de petits trucs? Est-ce qu'on rate nos microservices et qu'on fait un monolithe distribué, qu'on a le pire de tout ce qui est possible à peu près? Ou est-ce qu'on part plutôt sur un monolithe modulaire? Et après, au sein de cette plateforme, pour chacun des composants, chacune des briques, chacun des modules, chacun des logiciels, peu importe, on va aussi se poser des questions d'architecture. Est-ce que je fais du DDD, du MVC, de l'architecture hexagonale? Est-ce que j'y ai pas réfléchi et j'arrive à un gros bordel que personne ne reconnaît? Ouais, ça arrive aussi. Et ensuite, on entre dans les détails d'implémentation. On va peut-être penser structure de données. Et quand j'ai fait ce slide, je repensais à ce que j'avais vu à la fac il y a plusieurs années. Du coup, j'ai un talk bientôt sur la structure de données. C'est très cool. Est-ce qu'on utilise des listes chaînées, des piles, des fils, des tables de hachage, des arbres, ce genre de choses? Mais aussi, quels algorithmes est-ce qu'on va utiliser pour manipuler nos données? Et on va devoir savoir calculer la complexité de ces algorithmes. Est-ce qu'ils sont efficaces ou non efficaces? La notation grand O qu'on a peut-être vu il y a longtemps. Et encore une fois, on a besoin de choisir quelque chose qui répond justement à nos besoins. Quelque chose qui soit suffisamment rapide pour traiter notre volume de données cible. Ou alors, une façon de représenter les données qui leur permettent de tenir en mémoire sur notre serveur. Peut-être que un de ces trucs-là est adapté et un autre non. On repart encore une fois de ce schéma simple. L'application ici, elle ne tourne pas du tout sur du vide. Non, l'application, elle tourne sur un serveur. Et un serveur, c'est un ensemble de logiciels. Donc un serveur d'application, un serveur web, des outils, un système d'exploitation, et même des bibliothèques partagées, des fichiers .so, des fichiers DLL. Mais quand on dit serveur, on pense aussi machine, avec des CPU, de la RAM, de la capacité de disque, de la bande passante réseau, repensez à la compression de tout à l'heure, même des GPU maintenant pour certains workloads. Et toutes ces ressources matérielles, elles sont finies. Quand on a acheté un serveur, on a un certain nombre de CPU, une certaine quantité de RAM, et pas plus. À vous de vous débrouiller pour que votre application tienne dessus. Et dans l'autre sens, quand vous avez une application, vous allez peut-être devoir déterminer de combien de ressources elle a besoin pour ensuite acheter le serveur, selon dans quel sens vous travaillez. Et à bas niveau, qu'est-ce que fait un processus? Qu'est-ce que fait un programme à bas niveau? Vous avez peut-être eu le cas, une application, peut-être close source, que vous n'avez pas développée nous-mêmes et qui a un gros bordel, Magento par exemple, Magento 1, et vous essayez de comprendre comment ça marche ce truc, pourquoi est-ce que c'est lent, et vous dites j'y comprends rien, c'est incompréhensible. La seule personne qui connaît Magento dans l'entreprise est en vacances ou en conférence. Et fouillons un petit peu à bas niveau. Et on va sortir des outils comme strace ou sysdig, qui est un petit peu plus sympa à utiliser, qui permettent de tracer tous les appels système faits par un processus. Donc là, je l'ai fait, je l'ai enregistré, et maintenant je suis en train d'analyser la trace qui a été enregistrée avec sysdig. La commande que j'ai lancée, c'est curl avec http://pascal-martin.fr. Ça se voit parce qu'il y a un appel système pour ça. Puis si on défile pendant des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de lignes, au bout d'un moment, on voit des accès à des fichiers. Par exemple, on voit que curl accède à libssl.so, une bibliothèque partagée pour faire du chiffrement, et à libbrotli.deck.so, une bibliothèque partagée pour gérer de la compression Brotli. Curl n'a pas réimplémenté ses fonctionnalités. Curl se base sur des bibliothèques qui marchent très bien. Et puis après, on tombe dans le truc un peu fun où on se dit ah ouais, j'ai un logiciel, je l'ai configuré, ma configuration, elle n'est pas prise en compte, ce logiciel, il est pourri. Non, c'est peut-être juste que ce logiciel utilise d'autres fichiers de configuration auxquels vous n'avez pas pensé. Eh bien, sysdig va vous permettre de voir les accès à ces fichiers. Par exemple, 2 fichiers de configuration spécifiques à curl en haut de l'écran, ou un fichier de configuration du système un petit peu plus bas. On continue, on scrolle pendant des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de lignes, et au bout d'un moment, enfin, l'appel réseau, l'appel système, qui envoie notre requête HTTP. C'est du HTTP, ça se voit en clair. Et juste après, la réponse qui arrive, elle aussi, en clair.
la même qu'on a vue tout à l'heure avec Wireshark. Une application, ce n'est pas qu'un bout de code qui se débrouille tout seul. Non. Notre application, qui est toujours là, eh bien, une petite flèche ici qui apparaît en bas de l'écran. Notre application a des dépendances directes, une base de données peut-être. Mais assez souvent dans nos applications, quand on utilise une base de données, on écrit des requêtes un petit peu pourries, et notre application rame. Donc, on met du cache, une deuxième dépendance pour pas résoudre les problèmes qu'on avait avec la première. Ça veut dire qu'on doit comprendre les mécanismes d'expiration du cache, les mécanismes de durée de vie, et savoir ce qui se passe, et s'il est acceptable d'avoir des données trop vieilles en cache, par rapport à ce qu'on avait en base de données. Ok. Mais revenons sur la base de données quand même. Quand on parle base de données, on peut penser base de données relationnelle, et on va devoir apprendre le SQL, qui a eu 50 ans l'an dernier, SQL quand même. On va apprendre à manipuler des formes normales pour modéliser nos données. On va découvrir avec joie les index, les locks. Je vous souhaite de découvrir les index avant d'être en prod notamment. Ou alors, on va peut-être se dire « Ok, MySQL, ça a l'air compliqué, je veux plutôt partir sur de NoSQL. » Et là, on doit se rappeler ou découvrir qu'il existe des mondes NoSQL. Plein de types de bases de données NoSQL différentes qui répondent à des besoins différents. Mais admettons, on a fait notre choix, on a une base de données, ok, notre application marche bien, on a peut-être du cache aussi, mais notre base de données ne répond pas forcément à tous les besoins. Parce qu'un outil qui répond à tous les besoins, ça serait quand même beaucoup trop beau pour être vrai. Donc notre application a une autre dépendance directe, vers un moteur de recherche peut-être. Bon, on a besoin de faire de la recherche sémantique, c'est pas supporté par notre base de données, on met en place un deuxième outil pour ça. Ça veut aussi dire qu'on a besoin de mettre en place un processus qui va dénormaliser les données ou les recopier vers ce moteur de recherche, en se sourçant sur la base de données, en synchrone, en asynchrone, en temps réel, pas en temps réel ou machin. On ajoute petit à petit la complexité des notions dans ce schéma. Encore application. Je vous ai dit 2 fois, l'application ne travaille pas toute seule. Elle ne travaille vraiment pas toute seule. Non, cette application, elle appelle peut-être d'autres API, des dépendances avec ces API. Ça veut dire qu'on doit penser protocole. Est-ce qu'on communique en HTTP de base, en REST, du vrai REST, du faux REST, en SOAP, en GraphQL, tout ce genre de choses. Et viennent aussi des questions de résilience. Comment est-ce que mon application initiale se comporte quand cette API ne fonctionne pas? Eh bien, si vous n'avez pas testé, vous le découvrirez en production le jour où ça cassera. Je vous garantis, ça cassera. Plus largement que ça, je dis ça cassera, vous ne savez pas comment ça cassera. Peut-être ça va vous renvoyer une erreur 500. Peut-être ça va vous renvoyer un résultat qui est faux. Peut-être ça ne va jamais répondre. Peut-être vous n'arriverez pas à vous connecter. Peut-être vous n'arriverez pas à faire la résolution DNS vers cette autre API. Échouer, ça peut échouer de plein de façons différentes et ça échouera un jour ou l'autre de toutes les façons possibles. Cette API elle-même, elle dépend d'une base de données, une autre certainement. Cette base de données va être alimentée par des processus workers qui vont récupérer des informations depuis une queue. Cette queue va être alimentée par une autre API, elle-même alimentée par des utilisateurs ou une interface d'administration. Enfin bon, bref, la plateforme elle peut être grande, composée de nombreuses applications. Mais ce qu'on a là, c'est très bien. Notre application initiale ne dépend pas directement de cette API. Donc si cette API tombe en panne, notre application initiale continue à fonctionner. Ce qu'on a fait là, c'est des vrais microservices qui ne dépendent pas fortement les uns des autres, contrairement à la première autre API qu'on avait juste avant. Et là, c'est le moment de se poser cette question. Est-ce que vous vous rappelez de toutes les notions qu'on a vues jusqu'à présent? Je vois quelques têtes qui hochent, ok? Eh ben, on va essayer un truc qui est de dézoomer sur tout ça. Et quand on a ça, on a ce que beaucoup de personnes appellent notre application. Et on a des utilisateurs tout là-bas qui peuvent l'interroger, qui peuvent obtenir des réponses. Et oui, ça fait pas mal de notions, et on n'a pas fini, il me reste encore 20 minutes. Petite parenthèse, ici en vert, vous avez ce que pas mal de développeurs back appellent mon application. Ces développeurs back, ces développeuses back, oublient tout le reste, notamment les utilisateurs. Et vous noterez que j'ai quand même inclus dans ce truc vert les serveurs applicatifs, les serveurs de base de données, de cache et autres. Ça fait partie de l'application. Vous avez choisi d'utiliser un certain type de base de données, c'est votre responsabilité maintenant, et pas les ops de l'autre côté du mur. Je vous souhaite de travailler sur des applications à fort trafic, parce que c'est fun, ça casse de manière... J'hésite entre très fun le lendemain et pas fun du tout pendant que c'est cassé.
Mais vous allez penser scalabilité, élasticité. Et c'est des choses qui vont s'appliquer à tout. Votre applicatif, la base de données, le moteur de recherche, les workflows qui alimentent tout ça, enfin plein de choses. Mais pour penser scalabilité, élasticité, vous avez besoin de connaître les besoins de votre plateforme. Combien d'utilisateurs vous voulez servir? Quel volume de données vous voulez stocker? Et vous avez aussi besoin de connaître les limites de votre plateforme. Ce que vous avez mis en place, combien d'utilisateurs ça tient? Combien de requêtes par seconde? Vous avez besoin de le savoir pour savoir si vous continuez à travailler ou non. Vous allez généralement mettre en place des mécanismes de scaling horizontal, ajouter ou enlever des machines, ou scaling vertical, prendre des machines plus grosses ou une machine plus petite. Et puis, si vous avez une vague de trafic qui revient de manière un peu régulière, vous ne voudrez pas faire ça tous les jours à la main, donc vous allez certainement mettre en place des mécanismes d'autoscaling. Et attention, ces mécanismes d'autoscaling, ils ne sont pas instantanés. Si vous avez un mécanisme qui regarde la charge sur vos machines et quand elle atteint 90%, lance des nouveaux serveurs, ces serveurs vont mettre plusieurs minutes à arriver. Comment est-ce que votre application se comporte pendant ces plusieurs minutes s'il y a beaucoup de trafic et beaucoup de charges? Eh bien, vous ne le savez pas tant que vous ne l'avez pas subi ou tant que vous n'avez pas lancé des tests de charge. Donc, vous allez lancer des tests de charge pour savoir si votre plateforme répond aux besoins et aussi pour savoir quelles sont les limites de votre plateforme. Et je dis volontairement plateforme, ça peut être logiciel, matériel, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi être humain, la capacité humaine à réagir en cas de problème. Des lots de tests, c'est une bonne façon de casser des choses et de voir comment on réagit. Et une application, ce n'est pas que du back-end. Non, on a dit au tout début que tout partait de l'utilisateur qui appuie sur son clavier. Donc revenons ici sur l'utilisateur et ce qu'il a devant lui. Le navigateur, il s'y passe des choses. Pour essayer d'afficher cette page toute simple, on m'interdit de faire quoi que ce soit de visible sur nos applications, donc je me rattrape avec les schémas et ça. Non, pour afficher cette page toute simple, on a envoyé la requête qu'on a vue tout à l'heure, on a dit je veux du HTML, on a récupéré du HTML. Ok. Mais quand le navigateur analyse le code HTML de la page, il se rend compte ici qu'on essaie de charger des fichiers CSS et une image en PNG là. Donc le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire de nouvelles requêtes HTTP pour charger ses dépendances. Et quand on ouvre les outils de développement du navigateur, on voit bien cette cascade d'appels. En premier, le chargement de la page HTML, puis les images, les CSS. Donc, réussir à charger tout ça pour afficher la page, ça prend plus de temps que uniquement le temps de la première requête vers le HTML. Mais là où c'est cool, c'est que si on fait un deuxième affichage successif de la même page depuis le même navigateur, pas trop longtemps après, la cascade d'appels est plus courte. Comme si on avait transmis moins de données peut-être. Mais comment? Pourquoi? Eh bien, dans la première réponse, le serveur nous a renvoyé la page HTML et il nous a dit deux informations. Une étiquette, 25/17, et last modified au 31 mai. 31 mai de l'an dernier, le slide date un petit peu. Du coup, quand le navigateur a fait la seconde requête pour réafficher la même page, le navigateur a envoyé deux informations. Une information, je veux la page si elle a été modifiée depuis le 31 mai, ou si ce que tu as ne correspond pas à 25/17. Le serveur reçoit la requête, l'analyse, se dit moins sur 10 que le fichier il vaut toujours 25/17, il n'a pas été modifié depuis le 31 mai, donc je renvoie une réponse HTTP 304 not modified. Et pas de corps de réponse, pas de HTML, juste ça. La barre est donc beaucoup plus petite. On a fait un aller-retour pour valider que ce qu'on avait en cache sur le navigateur était toujours valide, mais on n'a pas retéléchargé la page. On gagne en bande passante. Par contre, en termes de latence, on a toujours cette revalidation, cet appel réseau qui se fait. Si on veut éviter cette revalidation, cet appel pour revalider que la page n'a pas changé, le serveur peut répondre avec une en-tête expires, avec une date dans le futur. Admettons qu'on soit début 2024. Ici, le navigateur ne va même pas faire la requête jusqu'à ce que cette date soit atteinte. Même chose avec une en-tête cache control et un max age ici 7 jours. Là, pendant 7 jours, mon navigateur ne va pas essayer de recharger la page. S'il a réussi à la garder en cache parce que vous aviez suffisamment de place sur le disque. Donc c'est très cool, on ne fait même plus l'appel réseau. Ça va vite. Par contre, l'utilisateur, l'utilisatrice a peut-être quelque chose qui est un petit peu expiré. Mais des fois, c'est parfois totalement acceptable, non? Peut-être. Donc on a dit, le navigateur met la page en cache. Mais il y a très longtemps, j'ai dit, la requête traverse ce truc magique qui s'appelle Internet. Et sur Internet,
on a des serveurs qui jouent le rôle de CDN, de réseau de distribution de contenu. En fait, un CDN, ça a souvent une architecture à plusieurs niveaux, 2 niveaux en général, avec des serveurs CDN situés proches des utilisateurs, au moins sur chaque continent, mettons, voire même dans chaque pays, et un serveur plutôt proche de nos serveurs à nous. Du coup, les utilisateurs font des requêtes vers les serveurs CDN qui sont proches d'eux et ont une latence assez faible comme ça. Et tous ces serveurs CDN se sourcent sur un seul qui, lui, se source sur notre application. Donc, quand notre application répond « oui, tu peux mettre les choses en cache », le serveur CDN le plus proche de l'application met les choses en cache et tous les niveaux suivants mettent en cache. Pour répondre à tous ces utilisateurs dans un monde où tout se passe merveilleusement bien, mon serveur applicatif n'a reçu qu'une seule requête. Et pour plein de choses, le même contenu peut être servi à plein d'utilisateurs. Pensez aux images, aux fichiers JS, aux fichiers CSS. Tout ça, c'est pas différent d'un utilisateur sur l'autre. Mettez en place du cache. Vous allez économiser des ressources serveurs et ça va charger beaucoup plus vite pour les utilisateurs. Et puis côté front, et j'ai presque peur de parler de front parce que c'est vraiment pas mon domaine, mais on fait du JavaScript, du TypeScript, on se demande avec quel framework on travaille parce que là aussi il y a des frameworks. Et puis pareil qu'on se pose des questions de quel outil de build utiliser parmi tout ça et certainement bien d'autres. Ou alors il y a des trucs un peu cool comme WebGL ou WebAssembly si on veut aller un peu plus loin. Et WebAssembly, j'en ai fait mes côtés serveurs. Bon. C'est le moment aussi où on pense à développer des applications mobiles. Comment est-ce qu'on fait pour développer des applications mobiles? Quelle solution technique est-ce qu'on va choisir? Ouais, le mobile, c'est quand même super utilisé. Donc n'oublions pas les mobiles. Et puis le front, j'ai redécouvert récemment, grâce à un collègue qui a fait une présentation au bureau, que CSS, c'était bien plus puissant que juste afficher du texte en gras. C'est la seule chose que j'avais fait en CSS il y a 20 ans de ça. C'était déjà pas mal. Non, il y a des webfonts, des animations, des transformations, flexbox et grid qui ont l'air absolument magiques pour positionner des éléments à l'écran. La dernière fois que j'ai positionné des éléments à l'écran, j'ai fait des tables. Ça date. Hein. Et puis là aussi, des frameworks. Et puis quand on pense front, on se dit qu'une application rapide qui ne consomme pas trop de ressources, ça passe aussi par des optimisations orientées performance front. On a déjà parlé de compression pour éviter d'envoyer trop de données sur le réseau. On a aussi parlé de cache pour ne plus retransférer de données. Mais oula, il n'y a pas que ça. J'espère que ça se voit du fond. Normalement, ça se voit à peu près du fond si vous avez des bons yeux. À gauche, vous avez une image au format JPEG. À droite, vous avez la même image au format PNG. Eh bien, on voit que PNG est plus adapté pour du texte, parce que JPEG bave. Alors oui, bien sûr, j'ai exagéré un peu pour que ça ait une chance de se voir du fond. Mon JPEG, il est vraiment pourri, mais dans le principe, ça bave. Par contre, le PNG fait 352 kilooctets, alors que le JPEG à gauche fait seulement 30 kilooctets. Donc 11 fois plus à droite pour ne pas avoir une image dégueulasse qui bave. Vous avez besoin de connaître les différents formats d'image, de savoir lesquels choisir, pour quel cas. Il n'y a pas une bonne réponse universelle. Et puis si vous limitez à JPEG, qui est souvent utilisé pour des photos, vous avez un paramètre de qualité en JPEG. Vous pouvez dire compresse-moi cette image très fort, qualité 20% à gauche, ou compresse-la très peu, qualité 95% à droite. Les deux sont volontairement exagérés. Et l'image de gauche fait 57 kilooctets, celle de droite fait 276 kilooctets, soit 5 fois plus. Et on ne voit pas trop les différences en fait. Par contre, vos utilisateurs vont peut-être vouloir zoomer sur la tête de mon adorable chat. Il n'était pas très content dans sa cage. Et quand on zoome un peu, on se rend compte que l'image de gauche, les moustaches de mon pauvre chat, elles font un petit peu des escaliers très pixelisés. Si vous êtes sur la moitié avant de la salle, vous voyez la même chose sur les barreaux de la cage. À droite, on le voit beaucoup moins, et si vous êtes sur la deuxième moitié de la salle, vous voyez même pas que c'est pixelisé. Donc voilà, le pourcentage de qualité, ça joue aussi. Et ces questions, on se les pose aussi pour des formats vidéo. Je bosse dans une boîte où on fait de la vidéo, donc c'est des questions assez importantes. Et c'est toujours une histoire de choix et de compromis. Ressources nécessaires pour compresser, ressources nécessaires pour décompresser, ressources nécessaires pour transférer les données, et aussi support par les clients. Un petit peu d'aide, vous avez des outils comme Lighthouse, ici intégrés à Google Chrome, qui vont vous donner des trucs, des pistes. Vous n'avez pas besoin de tout faire, mais des fois, certaines informations sont intéressantes. Par exemple, utiliser des formats d'images Next Generation, ça m'aurait fait gagner pas mal de taille ici. Et puis le front. Il y a tellement de choses côté front qui sont complexifiées par la nécessité de supporter de nombreux clients différents.
J'aurais pu dire Internet Explorer version 6, mais je montre vraiment mon âge quand je fais ça. Mais les navigateurs, les versions de navigateurs et les fonctionnalités activées ou non sur les versions de navigateurs. Essayez de faire une page qui s'affiche sur le navigateur d'une télévision connectée. Vous verrez, c'est super fun, ça rappelle IE6. Et quand vous installez des extensions, vous ajoutez ou supprimez des fonctionnalités aussi. Comment est-ce que les sites en face fonctionnent ? Surprise. Les devices aussi. Est-ce que vos utilisateurs viennent avec des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ? Eh bien, les capacités des appareils ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, vous aurez des grands écrans, des petits écrans, un écran tactile, un écran pas tactile, un clavier physique ou virtuel. Plein de questions intéressantes. Et puis aussi sur un ordinateur de bureau, vos utilisateurs ont généralement un petit peu plus le temps que sur leur mobile dans la rue quand ils cherchent l'adresse du restaurant, quoi. Et puis, nous ne sommes pas représentatifs de nos utilisateurs. On a des machines récentes, des Mac avec plein de RAM, plein de CPU, plein de disques, une fibre gigabit à la maison. Nos utilisateurs, nos utilisatrices n'ont pas forcément ça. Je vous garantis que mon frère, avec son Android tout pourri, en 3G, où il a à peine une barre quand il est au rez-de-chaussée de la maison à la campagne, il a un super cadre de vie. Par contre, son expérience de navigation, c'est pas la même que moi avec un iPhone encore assez récent, en 5G, au milieu d'une ville. Et quand on développe, très souvent, on a une bonne connexion et du bon matériel. Et puis j'en parle presque en dernier, parce que c'est quasiment toujours un des derniers trucs auxquels on pense, mais l'ergonomie de nos applications, l'expérience utilisateur, l'accessibilité aussi. Je vois une grimace au fond, j'y ai pensé. Le design, toutes les questions de design en général, et ben voilà, ça serait bien de ne pas y penser tout à la fin, mais on y pense souvent tout à la fin. Mais c'est pas tout à la fin, il y a encore des trucs après, vous verrez, c'est encore pire. Tout ce qu'on a fait, c'est bien. Mais pour que les utilisateurs aient vraiment accès à l'application qu'on a développée, il faut qu'on la déploie. On va la déployer peut-être sur des serveurs physiques ou sur des machines virtuelles. Ou alors vers des conteneurs, peut-être même avec Kubernetes. Vous n'avez pas forcément besoin de Kubernetes, croyez-moi. Ou alors peut-être serverless et des lambdas sur une infrastructure on-prem ou sur un cloud public. Peut-être en exploitant à fond les services managés du cloud public. Ou peut-être pas. Dans tous les cas, on ne fait pas des clics dans des consoles web pour manager tout ça. Non, on utilise de l'infrastructure as code, des outils comme Terraform, CDK, Pulumi et d'autres. Ou au moins, quand on est on-prem, des outils de configuration as code comme Ansible, Puppet ou Chef. Encore des technos à apprendre si vous voulez être dev full stack. Et puis, il y a très longtemps, j'ai connu l'époque où on levait la main, on disait « Je réserve le fichier page article.php pendant 5 minutes sur le serveur. Ne le modifiez plus. » Non, on ne fait plus ça, on ne modifie plus des fichiers en FTP à la main sur des serveurs. Maintenant, on part de notre contrôle de code source, Git, assez souvent. On a un processus qui construit notre application, qui construit un artefact et le publie sur un registre quelque part. On déploie cet artefact dans un environnement de staging. On fait, j'espère, une phase de validation. Et ensuite, on déploie le même artefact en environnement de production. Et quand je dis valider en staging, c'est pas juste cocher la case pour dire j'ai validé, comme les CGU, quoi. Non, c'est vraiment validé. Mais tout le monde fait comme les CGU. Du coup, on veut peut-être introduire une phase de test automatisé dans notre pipeline de construction et de déploiement. Et ça veut dire qu'on a besoin d'un outil de workflow et peut-être d'un langage pour écrire ces workflows. Et puis, voilà, on approche vraiment du truc qu'on garde toujours pour la fin. Des trucs extrêmement importants pourtant. Vous savez, les backups, vous y pensez quand vous avez tout perdu, il fallait y penser avant que le data center crame. Quand est-ce qu'on fait des sauvegardes? Comment est-ce qu'on les fait? Comment est-ce qu'on restaure? Comment est-ce qu'on sait que notre processus de restauration marche? Parce qu'on l'a testé, sinon il ne marche pas. Et à quels objectifs on veut répondre aussi, ça va influencer tout ça. Même chose pour la sécurité. Ça me fait mal d'en parler aussi tard, mais ça mériterait une conférence entière sur le sujet, et pas 45 minutes, non, une journée entière. Et puis on continue avec la loi, les aspects légaux. Vous êtes développeur, développeuse, assez probablement vous intégrez des bibliothèques, peut-être open source, à vos logiciels. C'est vous qui les choisissez, c'est vous qui les installez, c'est vous qui les embarquez. Du coup, le respect des licences, c'est votre problème. Et je suis super poli aujourd'hui. C'est votre problème, c'est votre responsabilité. Et ça peut avoir un impact super fort. Par exemple, si vous utilisez une bibliothèque avec une licence contaminante, félicitations, peut-être que votre logiciel est désormais open source. Et puis on ne fait pas ce qu'on veut avec les données de nos utilisateurs, et je dis bien les données des utilisateurs, je ne prétends pas que ce sont les miennes, ce sont les données des utilisateurs, et j'estime qu'un développeur, une développeuse devrait au moins avoir quelques notions
de ce qui peut ou non être fait avec les données des utilisateurs. Par exemple, est-ce que vous avez le droit de stocker des adresses IP dans les logs? Et vous noterez que je ne réponds pas à la question. Et arrivé ici, vous devez vous dire « Ok, tout va bien », ou alors vous commencez à avoir un petit peu chaud aux neurones. Et ça fait 40 minutes que je parle, tout juste. Et on a vu ça, on a cette application. Quand on dézoome, on a tout ça. En fait, on est complètement aveugle. On n'a pas la moindre idée de si ça marche bien, ou de si ça ne marche pas, ou de pourquoi ça ne marche pas, ou de qu'est-ce qui ne marche pas. Non, on n'en sait rien. Donc il est largement plus que temps d'introduire de l'observabilité. On aurait dû le faire depuis très longtemps. Mettre en place des logs, des métriques, des traces distribuées, collecter tout ça. Et on le fait bien sûr sur notre back-end et ses dépendances immédiates, mais on le fait aussi sur le front, d'où tout part. On le fait aussi sur notre chaîne de déploiement, notre chaîne de CI/CD, parce que c'est elle qui déploie tout ça quand même. Et puis on le fait aussi sur le CDN. Bref, l'observabilité se généralise à tout. Et oui, bien sûr, ingérer des données, les stocker, les requêter, les analyser, ça coûte de l'argent. Parfois entre 10 et 20% de votre coût total d'hébergement. Et ça, vous le savez, parce que vous avez aussi de l'observabilité sur vos coûts. Et puis comment est-ce qu'on orchestre le développement de tout ça? Il y a plein de tâches, plein de composants, plein de gens. Et puisqu'il y a plein de gens, on doit apprendre à travailler ensemble. Et c'est quelque chose, pour certaines personnes, c'est très facile, pour d'autres personnes, ça s'apprend. On doit apprendre à communiquer de manière synchrone ou asynchrone, par écrit ou par oral, avec une langue, peut-être une langue commune qui n'est pas notre langue natale. Et donc peut-être qu'on dit des choses qu'on ne pensait pas avoir dit, ou qu'on comprend des choses qui n'étaient pas dites de cette façon. Et puis au bout d'un moment, on va commencer à penser un petit peu gestion de projet, comment est-ce qu'on priorise nos tâches, peut-être estimer, penser méthodes agiles, et puis peut-être s'interroger, est-ce que je vais construire ce composant, ou est-ce que je vais acheter quelque chose qui existe, ou est-ce que je vais payer un SaaS tous les mois? Les trois réponses sont valables selon les cas. Et puis un jour ou l'autre, ça vous arrivera, vous allez devoir savoir réagir en cas d'incident, et même savoir gérer des incidents. C'est assez fun le lendemain. Et gagner en seniorité, si je veux essayer de résumer, j'ai l'impression que gagner en seniorité, c'est apprendre à penser global. C'est aller plus loin que se dire « je dois coder une API ». C'est aller plus loin que se dire « c'est mon API ». C'est ne plus se limiter à mon projet ou même mon équipe. Non, c'est penser optimum global pour l'entreprise et ses clients, et plus optimum local, mon équipe ou moi-même. Et si vous essayez de tout connaître, vous allez faire une sale tête et vous allez même sacrément vous cramer. Mais heureusement, vous n'avez pas besoin de tout connaître. Non, vous pouvez choisir ce sur quoi vous travaillez. Et vous pouvez arriver à ce qu'on appelle assez souvent un profil en T. Un profil en T, c'est un socle de connaissances générales avec un sujet ou un domaine de spécialisation. Et en général, ça va vous rendre bien plus heureux. Ici, vous avez le profil en T d'un développeur PHP plutôt senior. C'est à peu près celui que j'avais il y a quelques années. Et si je reviens à la première question du talk, eh bien peut-être que chaque candidat, chaque candidate répond en fonction de son T. Et c'est parfaitement acceptable, surtout si vous savez l'expliquer. Et puis, vous pouvez changer de T. J'ai changé moi-même il y a 7 ou 8 ans. Je ne fais plus de PHP. Et c'est OK. Je fais toujours pas de Java, mais c'est OK aussi. Et je me demandais comment conclure. Et donc je commence avec cette nouvelle photo de mon adorable chat Bucket, comme Bucket S3. Et ça la met bien plus en valeur que les JPEG baveux de tout à l'heure, donc je voulais vraiment remettre Bucket. Et Bucket et moi vous souhaitons bon courage. Et non, plus sérieusement, je me suis dit que je pouvais revenir au tout début de ce talk, aux entretiens d'embauche, et vous partager une autre question que j'aime beaucoup, et c'est même la question que je pose toujours. Un développeur, une développeuse vient vous voir et vous dit « Au secours, mon application a des erreurs 500 !» Que faites-vous? Je m'appelle Pascal Martin, j'ai pendant longtemps été développeur avec PHP et son écosystème, j'étais lead DevOps, je suis désormais principal engineer chez Bedrock, je suis aussi AWS Hero, et il est tout juste l'heure dans 40 secondes, donc je vais laisser la place au speaker suivant. Vous pouvez venir me poser des questions ou discuter, et c'est un truc qui est super cool quand on est speaker, et qu'on est un petit peu réservé comme moi, c'est que c'est à vous de faire le premier pas. Donc faites ce premier pas, sinon on ne discutera pas. Je vais rester ici pendant quelques minutes pendant que je plie, et puis après vous me retrouvez dans le couloir. Merci beaucoup.